Bonjour à tous. La grande table aujourd'hui avec deux grandes voix du Chili. Alors que le pays bascule dans la crise, Patricio Guzmán recherche ce qui fait le sel du pays et referme une trilogie avec La Cordillère des Songes en salle mercredi prochain. Une mémoire de Pierre, le cinéaste est notre invité à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, Dans le ventre de la baleine avec Luis Sepúlveda. Le romancier regarde les hommes tombés dans Histoire d'une baleine blanche, illustré par Joël Jolivet et publié chez Métellier. Une fable, un conte pour petits et grands, par l'auteur du Vieux qui lisait des romans d'amour, par l'homme surtout qui est aujourd'hui notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Après Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler, après Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, après Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur, après Histoire d'un chien mapuche, Histoire d'une baleine blanche. Bonjour Luis Sepúlveda. Buenos días. Bonjour et bonjour à votre voix française Paloma Goulemo. Bonjour. Bonjour. Ouais. Beaucoup d'entre nous ont voulu chasser Moby Dick et ils l'ont touché au vif. Ils n'ont connu que sa vengeance. Même beaucoup prétendent l'avoir tué. Mais toujours après ça, elle est réapparue. Énorme et blanche, mystérieuse, immortelle à ce qui paraît. Et la voilà qui réapparaît, revit à nouveau sous votre plume, cette baleine blanche, à la faveur d'un renversement du regard. Comment est venue l'idée, l'envie, Luis Sepúlveda, d'entrer non dans le ventre de la baleine, couleur de lune, mais dans sa tête, de voir le monde dans ses yeux, d'adopter son point de vue à elle? Bueno, desde que leí Moby Dick de la gran novela de Herman Melville, Depuis que j'ai lu Moby Dick, le grand roman de Herman Melville, j'ai toujours eu cette question qui me taraudait. Cette question était la suivante. Pourquoi Melville n'a pas cherché quels étaient les motifs qu'il y avait derrière cette baleine? Pourquoi elle agit de cette façon? Pourquoi elle a attaqué un baleinier? Pourquoi elle l'a fait couler? Pourquoi elle a fini par tuer la majorité de l'équipage? Alors évidemment, c'est le départ de ce grand roman qu'a écrit Melville. Mais je me suis toujours posé cette question. Pourquoi n'a-t-il pas établi quelles étaient les véritables raisons de cette baleine? Et pour répondre à cette question, le roman est né dans mon esprit. Et que voit-elle notamment? Elle voit des hommes sur leur embarcation se saluer à coups de canon. Étrange comportement. La minuscule sardine n'attaque pas une autre sardine, écrivez-vous Luis Sepúlveda. La lente tortue n'attaque pas une autre tortue. Le requin vorace n'attaque pas un autre requin. Il semble que les hommes sont la seule espèce qui attaque ses semblables. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai appris d'eux. Vous aussi, vous n'avez pas aimé, en regardant dans les yeux ou par les yeux de la baleine, ce que vous avez appris de nous? Bueno, es muy difícil explicar una metáfora, ¿no? Y esta historia intenta... Venir expliquer une métaphore est compliqué. Et j'essaie d'expliquer à travers cette métaphore le comportement humain. Lorsque je me suis lancé dans l'écriture de ce roman, le plus difficile a été de décider quel allait être mon point de vue pour raconter cette histoire. Alors, il y avait la possibilité d'être un narrateur présent en disant « moi je suis le narrateur et je suis une personne qui raconte », ou l'autre était d'une troisième personne, un peu ambiguë, qu'on ne savait pas très bien qui elle était, une personne mystérieuse. Mais lorsque je me suis rendu compte que la seule façon d'être vraiment pratique et d'être efficace et de prendre corps dans la baleine et de raconter sa propre histoire, eh bien cela m'a ouvert la possibilité d'apprendre cette distance et de pouvoir observer le comportement de l'être humain. Et je crois, parce que je connais l'être humain, que l'homme, l'être humain, en tout cas certains d'entre eux, nous nous définissons par cette facilité que nous avons à nous battre les uns avec les autres pour nous éliminer les uns les autres.
Et c'est évidemment, un félin ne va pas attaquer un autre félin, c'est connu. Comment vous dire? Un animal qui vient de la jungle ne va pas s'attaquer à quelqu'un de son espèce, un autre animal de son espèce. Mais nous, les êtres humains, nous avons évolué de telle façon que nous sommes arrivés à cette condition qui nous pousse à nous dévorer les uns les autres. Et on peut ainsi expliquer le capitalisme à travers cette possibilité de se dévorer les uns les autres. Et non content de nous dévorer les uns les autres, il a fallu aussi qu'on aille attaquer, porter atteinte aux autres espèces du vivant. Un jour, pas de claquement ni de chant harmonieux dans le silence des profondeurs, mais un chant de douleur, celui d'une autre baleine dont les poumons ont été perforés par un harpon. Dans l'œil de la baleine, j'ai vu un avertissement. Les hommes commençaient à nous chasser. Beaucoup d'embarcations sillonnaient la mer pour nous tuer et leurs équipages s'appelaient des baleiniers. Luis Sepúlveda, voilà ce que vous écrivez et vous racontez pourquoi la baleine comprend pourquoi les hommes s'attaquent au cachalot. Ils prennent l'huile de leur intestin pour s'éclairer. Vous avez, vous, Luis Sepúlveda, connu l'autre côté de la barrière. Vous avez travaillé, je crois, plus jeune sur un baleinier comme Mousse. Vous aviez quoi, à peine 20 ans. Quelles histoires de baleines entendiez-vous à ce moment-là? Effectivement, j'ai vécu ça, c'était une expérience de première main, comme vous dites, et je l'ai vécu très jeune. J'étais en fait commis dans une cuisine, en fait, à côté du cuistot, au sein d'un baleinier, et c'était un des derniers équipages qui en fait pêchait sur le sud du Chili. Et c'est vrai, ce qui m'a retenu l'attention, c'était ces hommes, ces équipages qui vendaient, en fait, qui vivaient de cette chasse à la baleine, étaient fatigués et il y avait un sentiment de culpabilité très fort qui les habitait. Parce que c'est difficile d'imaginer ce que cela représente d'attaquer, de chasser, de tuer un animal aussi important qu'une baleine, le monter à bord, ouvrir ses entrailles avec un couteau. C'est une cérémonie d'hommage à la mort qui est terrible. Et c'est difficile de ne pas en ressortir sans quelque chose de très fort. Et les marins, les gens qui vivent de la mer, comprennent très bien cette relation, cette connexion qui existe entre toutes les espèces. Et cette nécessité de toutes ces espèces de vivre ensemble pour pouvoir survivre au sein de l'océan. Et puis, plus tard, les années ayant passé, j'ai participé et je suis rentrée dans des sections de défense qui ont essayé d'arrêter la chasse à la baleine au sein de Greenpeace notamment. Et cela m'a confirmé cette nécessité de préserver la vie des océans, et cette vie tout à fait magnifique et intense qui est en danger, comme nous le savons tous. Ce qui est le plus fort de tout cela, en fait, comme nous vivons dans un monde d'euphémismes, on a dit maintenant qu'on a repris la chasse de la baleine avec cette excuse selon laquelle on tue les baleines pour des raisons scientifiques. Alors, on ne comprend pas pourquoi il faut tuer 2000 baleines pour des raisons scientifiques. Enfin, il n'y a pas de justification. Et à travers ce conte, ce roman, j'essaie d'expliquer quels sont les motifs qui expliquent ces tueries de baleines. Il y a une partie de ce roman qui reprend une partie de l'histoire qui n'a pas été étudiée. C'est-à-dire que la première façon dont on illuminait les villes, enfin les petites villes et les grandes villes par la suite, avant du gaz, c'était avec de l'huile de baleine, de la graisse de baleine. D'une certaine façon, donc, la vie de ces baleines sauvait l'homme de l'obscurité. Et c'est pour ça qu'il chassait les baleines. Ensuite, on sait qu'on retrouvait l'ambre gris
de ces mêmes baleines, essentielles dans la fabrication des parfums. Et il y avait donc des raisons derrière cette tuerie, parce qu'il fallait en fait tuer ces baleines pour pouvoir créer des parfums, et des parfums qui permettaient de couvrir cette odeur que dégage l'homme face à la peur de vivre, face à cette odeur terrible. Ce que raconte ce roman, ce sont les raisons en fait qui poussent la baleine à agir telle qu'elle agit, mais aussi qui expliquent pourquoi l'homme se met à chasser la baleine. Moi, le grand cachalot couleur de lune, celui que les hommes appellent en tremblant de peur Mochadik, j'étais à leur recherche. Moi, la malédiction qui les poursuivait sans trêve. Moi, la force de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Moi, l'implacable justice de la mer. Il y a la soif de vengeance du capitaine Ahab, et puis il y a l'envie de revanche, et chacun de se mesurer à l'autre. L'homme contre le léviathan des océans. La baleine n'a plus rien à perdre. On le retrouve aussi dans votre fable, dans votre roman, Luis Sepúlveda, Histoire d'une baleine blanche qui paraît chez Métellier. Extrait tout de suite de Moby Dick, un concert fiction France Culture qui a été enregistré au 104, studio de Radio France, au début du mois, et diffusé ce dimanche. Il le sera à 21h. Oh, coule le canot, oh, de l'océan. Qui de toi, qui de moi, est le Seigneur et le Roi? Vous les vigies, vous m'avez déjà entendu donner des ordres au sujet d'une baleine blanche. Regardez par ici. Vous voyez cette pièce d'or? Une pièce de 16 $, homme, un doublon. Vous la voyez? Ah, j'ai jamais vu une pièce d'or aussi grosse. Ne la fixe pas comme ça, Pipe. Tes yeux vont se brûler. Starbuck le Maillet, celui d'entre vous qui me lèvera une baleine à tête blanche, au front ridé et à la mâchoire de travers, celui d'entre vous qui me lèvera cette baleine blanche dont la queue est percée de 3 trous sur sa nageoire tribord, oui, celui qui me lèvera cette baleine blanche, celui-là aura la pièce d'or que je cloue au grand mât. Ouah! Mon cri s'éleva malgré moi, avec ceux des autres. Chaque coup de maillet attisait ma haine envers la baleine blanche. Ouah! L'idée qu'il pouvait exister une baleine que toute couleur avait fui m'inspirait une indicible terreur. Ouah! La baleine blanche, oui! Soyez vigilants, mes garçons. Guettez une eau blanche. Et à la première bulle, avertissez. Une adaptation réalisée par Stéphane Michaka et Cédric Aussire, diffusée donc ce dimanche soir sur France Culture. Dans cet extrait de ce concert fiction, on entend Luis Sepúlveda, la soif de vengeance de Ahab, mais aussi la haine qui commence à contaminer Ismaël, qui se laisse emporté par cet élan collectif et cette envie de tuer, d'être celui qui réussira à harponner le cachalot. Vous le disiez, on retrouve dans ces lignes le militant politique et écologiste que vous êtes, l'écrivain journaliste qui a été engagé avec Greenpeace dans les années 80, mais aussi aux côtés de la Fédération internationale des droits de l'homme. On retrouve aussi l'écrivain philosophe qui s'interroge sur toutes ces notions, ces moments de basculement de l'homme, mais aussi sur notre capacité à vivre en harmonie avec la nature, à peut-être en revenir à des principes simples qui consisteraient à ne prendre des autres que ce dont on a besoin et de donner en retour. Es una pregunta muy antigua, ¿no? Yo creo que es una de las preguntas que no han tenido respuesta. C'est une vieille question que l'on se pose et la réponse arrive petit à petit tout au long de l'histoire humaine. Mais lorsque la majorité de l'humanité a essayé de vivre en harmonie, pas simplement avec le milieu naturel qui l'entoure, mais aussi avec tout ce qu'il y a autour de lui, et vis-à-vis de ce que cela représente, les relations, par exemple, aussi entre les êtres humains. Ce jeu de séduction, c'est une recherche d'harmonie, d'une harmonie fondamentale avec la vie.
Ce développement de l'homme qui cherche le travail, c'est aussi de retrouver une harmonie avec la vie. Mais il y a des détours dans ce chemin de l'être humain et de l'humanité. Et il y a des détours au moment où on se perd, au moment où on veut accumuler et dire « moi j'ai plus que toi ». Et comme j'ai plus que toi, je suis plus puissant. Et donc, tu dois suivre mon chemin. Si on revient à Moby Dick, dans le roman de Melville, il y a des éléments qui ressortent. Par exemple, il y a cette violence du capitaine Haddock et son aventure, et aussi de se sortir de ce puritanisme qui l'empêche de voir la vie telle qu'elle est vraiment. Lorsqu'il arrive à ce point extrême, lorsqu'il offre cette pièce de monnaie pour que chacun aille tuer cette baleine blanche, ce cachalot, il leur dit en même temps: vous recevrez cette pièce d'or, mais vous ne pourrez pas la dépenser parce que cette pièce sera comme celle que l'on met sur les yeux lorsque l'on veut justement croiser le fleuve pour pouvoir aller dans le royaume des morts. Et donc, je crois que ce personnage d'Ismaël, dans ce personnage, il y a une volonté de se rebeller contre tout ce qu'il voit, peut-être aussi parce que c'est le plus jeune de l'équipage. Mais je reviens sur ce point. J'admire profondément ce roman, qui est un roman de ma jeunesse, de ma formation littéraire. J'ai toujours eu cette question. Pourquoi un écrivain de l'envergure de Melville, un homme qui a pris du temps sur son travail? C'est vrai qu'au début, il travaillait dans les douanes, hein, c'était un fonctionnaire des douanes. Donc, il essayait de trouver du temps, malgré son travail, pour rédiger son roman. Pourquoi il ne s'est pas inquiété de cet autre grand personnage du roman? Tous les personnages ont leur poids, ont le même poids, mais dans le roman de Melville, la baleine n'est pas un personnage. Et elle est au cœur de votre récit, de votre roman à vous, Luis Sepúlveda. Votre baleine, elle est entre deux eaux. Elle est entre le mythe littéraire de Melville et le folklore aborigène, les mythologies amérindiennes, puisque vous nous racontez aussi à travers cette Mochadik tout ce qui hante l'imaginaire de ce peuple de la mer, les Lafkenche, et qui ont inspiré votre récit de la baleine aujourd'hui. Mira, primero debo decir que si hay algo que siempre me ha fascinado en la vida, d'abord, je voudrais vous dire que la première chose qui m'a toujours fasciné, c'est que les cultures, au final, se ressemblent tous dans le monde entier. La culture antique, grecque, latine, pensez que les deux monnaies que l'on mettait sur les pièces pour pouvoir croiser le Styx et donc payer, en fait, la barque, le passage, eh bien, on a presque cette même cérémonie au sein de cette culture que je décris. Il y a quelque chose de très puissant dans les choses les plus abstraite, on peut retrouver ce passage à la mort, ce passage en fait du vivant à l'état de mortel. Et dans cette histoire que je raconte, j'ai voulu reprendre une partie de cette culture qui fait partie de la mienne, qui est en fait les gens du Sud, ces gens qui vivent de la mer et proches de la mer. Et c'est vrai que nombre de ces coutumes et de ces us, on les retrouve dans d'autres cultures de façon très différente, et alors que ces peuples n'ont jamais eu aucun contact, ne se sont jamais approchés les uns des autres. Un Lafkenche, au XIXe siècle ou au XXe siècle, ne savait pas de l'autre culture comme la culture grecque, mais il y a des rituels que l'on retrouve et qui restent très semblables. Et ce qui m'a le plus retenu l'attention, c'est cette relation très intime avec la mer et cette douleur à voir la façon dont la mer a été mal utilisée, a été malmenée. Et le point de départ de cette histoire, justement, est venu de cette baleine échouée d'une des plages où moi j'avais une maison en Patagonie.
et voir cette tristesse qui habitait les gens. Les gens réagissent d'une certaine façon lorsqu'ils voient un accident. Alors ils se sentent inquiets, ils se sentent préoccupés, ils se sentent remplis de panique. Mais lorsqu'un animal énorme comme une baleine s'échoue sur une plage, la seule chose que l'on ressent et que l'on peut voir autour de soi, c'est un sentiment d'une tristesse extrêmement profonde. C'est comme si quelque chose de la mer est en train de mourir. Quelque chose meurt dans le monde quand un animal de cette envergure disparaît. Et au début de l'histoire, une des personnes qui regarde et qui voit cette baleine s'échouer, ce petit garçon de l'Afkenche, ressent une tristesse qui n'est pas identique à celle des autres. Elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus accentuée. C'est comme s'il avait perdu quelque chose de lui qui s'était échoué sur cette plage. Et pour moi, c'est un élément qui déclenche l'histoire. Et je me dis, là, il y a une histoire, il faut vraiment que je la raconte. Et la mer qui est omniprésente dans votre vie, comme elle l'est dans vos livres depuis toujours, Luis Sepúlveda, à midi 22. Vous êtes notre invité jusqu'à midi et demi. Et dans l'actualité musicale aujourd'hui, direction non pas Mocha, mais Cuba. Extrait du nouvel album de Roberto Fonseca, passé par le Buena Vista Social Club. Celui qui a fait toutes ces gammes à La Havane revient avec Yesun et ce titre, Agua. C'est un 9e album qui paraît chez Vagram, entouré du batteur Raúl Herrera ou encore de Yandy Martinez Rodriguez à la contrebasse, du trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf ou encore de la cubaine Mercedes Cortés. Voilà, il sera avec tous ses amis, le pianiste de jazz cubain, en concert le 8 au Granit de Belfort, le 9 à Béthune ou encore le 13 à Saint-Étienne. D'autres dates en France et une tournée qu'il conduira chez nos amis belges, allemands puis anglais. Luis Sepúlveda, en Espagne, où vous vivez la question des identités qu'on a commencé à aborder avec à la fois les Mapuches et aussi le peuple de la mer, les Lafkenche. En Espagne, la question des identités est très forte aussi, elle est aiguë même en ce moment. Depuis l'annonce du verdict du tribunal suprême en Catalogne, des militants indépendantistes sont dans la rue pour contester les condamnations à de lourdes peines des leaders séparatistes. Vous, le petit-fils d'un Andalou anarchiste et d'une Basque catholique, ça c'est juste pour le côté paternel. De quel œil vous regardez cette situation? Vous la voyez?
Yo comparto el sentimiento colectivo, creo, de la mayoría de los españoles. Je partage ce sentiment que partage la majorité des Espagnols, ce sens que cette condamnation du procès qui a été intenté contre les dirigeants politiques catalans, cette sentence n'est pas un acte de justice, mais plutôt un acte de vengeance. Une vengeance terrible, et peut-être de la partie la plus rétrograde de l'État, qui vient se venger de ceux qui n'ont pas la même position et n'ont pas les mêmes idées. Et c'est très préoccupant parce que c'est vraiment condamner la liberté de manifester, de protester, aussi la liberté de réunion. Et ces très longues sentences, ce sont des condamnations très longues qui sont presque grotesques de par leur durée, a mis la Catalogne et l'Espagne dans une situation qui est comme une voie sans issue. Et il est bien clair qu'il y a une partie des Catalans qui sont la moitié plus un, qui ont cette envie d'avoir un pays propre, une nation qui leur est propre et d'être indépendant. Et il est vrai aussi qu'il y a la moitié moins un des Catalans qui, eux, veulent continuer à appartenir à cet État espagnol. Et ça, il y a une seule façon de trouver une sortie à cela, c'est un dialogue ouvert. Et à travers la politique, et la politique, c'est l'art de trouver une sortie, et ce n'est pas par des procès, ce n'est pas face aux tribunaux. Les juges, dans l'histoire de Catalogne, n'ont rien arrangé. Au contraire, ils ont aggravé une situation. Et puis, il y a encore plus d'écueils face à un dialogue possible. On n'arrivera pas à une solution sans ce dialogue. Et même la droite espagnole le reconnaît. L'Espagne a besoin de réorganiser son système territorial. L'Espagne est en fait un pays avec plusieurs nations. C'est un pays plurinational, pluriculturel, et il faut arriver à cette idée du fédéralisme qui permet qu'on arrive à tous vivre dans la même égalité, avec les mêmes droits, et en faisant rentrer dans cette nation. Alors je parle des Basques, des Catalans, des Galiciens, qui sont très différents des Castillans et des Andalous, par exemple. L'Espagne est un pays, notamment la Catalogne, est un pays qui possède une grande richesse et une grande particularité, une grande différence. Et ses habitants méritent que cela soit reconnu, et que soit reconnu ce droit à faire ce qu'ils veulent faire. Voilà, et vous êtes aussi le petit-fils d'une Italienne et d'un Indien mapuche du côté de votre mère cette fois. Et c'est ce sang-là qui doit se figer en ce moment à l'écoute du concert de casseroles qui résonne dans la rue au Chili avec des inégalités toujours criantes. Le résultat probablement d'une situation et d'une époque qui vous ont poussé, vous, à l'exil dans les années 70. On va en reparler dans une vingtaine de minutes avec notre deuxième invité, le réalisateur et cinéaste Patricio Guzmán. Vous êtes le bienvenu, Luis Sepúlveda, si vous souhaitez rester avec nous pour parler du Chili d'hier à aujourd'hui. Merci.